Bon, bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance d'information. Donc, nouvelle séance aujourd'hui qui va porter sur la gestion des matières résiduelles. Donc, on va discuter comment qu'on peut vous aider à mieux trier et mieux gérer vos matières résiduelles en entreprise. Donc, je me présente, Luc Baillargeon-Nadeau. Je suis directeur du développement durable chez LCL Environnement, donc qui est maintenant LCL Génie Environnement et Développement durable. Donc, on va commencer tranquillement. Vous allez voir que vous avez en ce moment votre micro et caméra est désactivé. Si vous avez des questions, il y a une période de questions à la fin. Donc, je vais vous inviter à lever votre main à la fin de la séance. Puis, je vais pouvoir activer votre micro ou votre caméra si vous désirez. Sinon, vous pouvez toujours écrire dans le chat et on répondra aux questions à la fin de la séance d'information sans problème. Donc, sur ce, commençons tranquillement et on va discuter de matières résiduelles aujourd'hui. Donc, pour commencer, une petite mise en contexte. Donc, les matières résiduelles, c'est un sujet qu'on lie très rapidement à l'environnement. Donc, même qu'avec le temps, avec mes discussions, souvent, c'est souvent le premier enjeu qui ressort parce que ça nous touche directement. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours, qu'on touche à tous les jours, qu'on voit l'accumulation se faire. Il faut sortir les poubelles dehors. On le fait dans notre quotidien à la maison. Donc, quand on arrive au travail aussi, c'est un enjeu prioritaire qui est souvent abordé là, par nos clients et entreprises. Ça fait partie intégrante d'une bonne gestion environnementale, là, donc bien gérer ces matières résiduelles. Euh, les matières résiduelles, c'est pas nécessairement lié directement à l'enfouissement. Donc souvent, on a plus la conception qu'on met on met des matières résiduelles dans la poubelle et que je vais juste accepter ça un petit instant. Et donc, c'est ça qu'on met les matières résiduelles dans une poubelle et que, bon, on met le sac dans le bac à l'extérieur et ça part à l'enfouissement. Donc, on n'entend plus beaucoup parler. Les matières recyclables, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Donc ça fait quand même plusieurs années, ça fait au moins 20 ans qu'au Québec, on s'améliore de plus en plus en recyclage. Donc ça, on est habitué de faire le tri entre poubelle et recyclage. Mais matière organique, c'est quelque chose de quand même relativement nouveau. Donc, ça fait peut-être 10 ans là, qu'il y a de plus en plus de villes qui participent avec la collecte des matières organiques. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué, autant à la maison qu'en entreprise. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel de mettre en place en ce moment. Donc, le but, c'est vraiment de dissocier matière résiduelle enfouissement parce que, en fait, il y a plus que 80% des matières résiduelles qui sont recyclables ou compostables. Si on fait une moyenne de toutes les matières résiduelles au Québec, là, il y a 47% qui est des matières organiques, il y a 35% qui sont recyclables. Et le reste, il y a des débris de construction, rénovation, démolition, 8%. Ça aussi, ça peut être valorisé d'une manière. Donc, ça laisse un maigre moins de 10% qui serait vraiment des matières qui vont aux poubelles. Donc, le but, c'est justement de pouvoir récupérer toutes les matières recyclables possibles et les matières organiques possibles pour réduire la quantité de poubelles qui va à l'enfouissement. Donc, les clés du succès pour y arriver, c'est premièrement de faire un bon tri, donc de s'assurer qu'on met les bonnes matières aux bonnes places et aussi de mettre en place des nouvelles voies de valorisation. Parce qu'en fait, quand on est limité, qu'on a seulement des poubelles avec un peu de recyclage, ben, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'options pour réduire la quantité de matière qu'on envoie à l'enfouissement. Donc, souvent, de mettre en place une troisième voie, donc les matières organiques, ou même des voies spécialisées, par exemple la récupération des masques, récupération de piles, d'instruments électroniques, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Donc, de mettre des nouvelles voies de valorisation, c'est un bon moyen d'y arriver. Changer ça. Parfait. Donc, c'est un processus qui est évolutif. Donc, dans notre grand ordre de l'amélioration continue, le but, c'est pas d'arriver de commencer le processus et de tout de suite changer de tout au tout et d'avoir un meilleur bilan. C'est de le faire graduellement. Donc, les premières, la première étape, quand vous voulez
voulez réduire votre empreinte en termes de matière résiduelle, c'est de réduire à la source. Donc, par exemple, de s'assurer que bon, on produit moins de matière résiduelle et aussi de mieux les trier. Donc, comme je disais, de s'assurer que bon, ce qui est recyclable s'en va au bac de recyclage, ce qui est compostable peut aller au bac de compost, etc. Tout ça, ça va amener en fait qu'il va y avoir plus de matière résiduelle qui va être récupérée pour la valorisation. Donc, votre bac de recyclage va être de plus en plus rempli par rapport au bac de poubelle. Donc, de s'assurer que justement qu'on puisse tout récupérer. Ça peut amener des diminutions de coûts parce que je veux pas en entreprise, on signe des contrats de service selon des quantités, selon des volumes. Donc, c'est sûr que si on génère moins de matières résiduelles et on les gère mieux, qu'on les trie mieux, ben, il peut y avoir des diminutions de coûts reliées à ça. Même à la maison, à la maison, en fait, par exemple, on ne voit pas la différence parce que malheureusement, c'est tout sur nos taxes. Donc, il n'y a pas de. Tout le monde est chargé de la même façon dans les municipalités. Donc, peu importe que vous utilisez seulement des poubelles ou que vous fassiez un super bon tri, malheureusement, il n'y a pas de coût il n'y a pas d'économie de coût. Par contre, il y a beaucoup de municipalités qui mettent de plus en plus des processus pour charger selon l'utilisation, selon la génération de matière qui s'en vont à l'enfouissement. Donc, ça va venir cette diminution de coût-là à la maison. Mais en entreprise, vraiment, la relation est assez directe. Il y a même possibilité de créer des nouveaux revenus. Donc, quand on parle d'économie circulaire, c'est que justement, c'est qu'il y a les matières recyclables, quand ils sont bien triés, qui sont bien traités, veut pas, ils ont quand même une valeur. Donc, quand on parle d'un ballot d'aluminium, par exemple, sur le marché en 2021, ça valait environ 1600 $. Donc, il y a quand même une valeur ajoutée à recycler, à récupérer nos matières. Ça dépend toujours des volumes. Donc, si vous êtes seulement un bureau de service, quelque chose, la compagnie qui va faire la récupération de vos matières ne va pas vous payer nécessairement parce que vous n'en gérez pas assez. Mais par contre, si vous êtes un manufacturier, vous êtes une entreprise qui génère quand même beaucoup de matières, là, à ce moment-là, si vous êtes capable de bien trier ça, sans doute, vous allez pouvoir trouver des débouchés pour revaloriser ces matières-là et même peut-être toucher des nouveaux revenus de ce côté-là. Donc, l'économie circulaire, ça va être une belle option d'avenir là-dessus. Et ben, en fait, le résultat final que ça vous donne, c'est une fois que vous avez réduit à la source, si vous avez bien trié vos matières résiduelles, ben, c'est justement de réduire la quantité de matière résiduelle qui est enfouie. Donc, vous allez avoir un résultat quand même assez probant rapidement. Et après, ben, c'est de continuer le processus et de s'assurer qu'à chaque fois que vous mettez un nouveau processus en place, par exemple une nouvelle voie de collecte, ben, que vous suivez tout ce processus-là et que vous allez avoir des améliorations possibles. Donc, euh, nous, de notre côté, on offre des services de gestion des matières résiduelles, donc de caractérisation des matières résiduelles. On offre deux options. Donc, il y a il y a la caractérisation complète. Une caractérisation complète, vraiment, pour une entreprise, ça permet ultimement même peut-être d'obtenir une certification. Donc, par exemple, la certification Ici, on recycle. Ce qu'il faut faire, c'est il faut accumuler des matières pendant plusieurs jours, donc généralement une semaine. Donc, toutes les matières résiduelles que vous mettez aux poubelles, au recyclage ou au compost, vous les gardez de côté pendant une semaine. Et nous, on va venir faire la caractérisation de ces matières-là après une semaine pour justement voir votre taux de performance. Donc, le but, c'est vraiment de savoir est-ce que vous triez bien vos matières résiduelles, c'est quoi vos taux de génération de matières résiduelles, puis c'est quoi votre performance globale. Une fois que cette étude-là est faite, ben, on peut vous aider à trouver des meilleures méthodes pour vous améliorer. Et vous pourrez, justement, selon votre performance, toucher des certifications environnementales. Il y a la possibilité de faire une caractérisation simplifiée aussi. Donc, une caractérisation simplifiée, c'est un moyen beaucoup plus efficace dans un sens pour si vous commencez le processus. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment de faire une caractérisation sur une journée. Donc, on arrive à vos locaux une journée, on caractérise des matières résiduelles. On n'a pas besoin d'accumuler pendant une semaine des matières. Le but là-dedans, c'est vraiment de faire un premier constat, savoir est-ce que
comment vous gérez vos matières résiduelles à l'interne, c'est quoi les améliorations qui sont possibles? Est-ce que la disposition, par exemple, des bacs et des bacs de collecte est bonne, etc. Donc, la caractérisation simplifiée, c'est vraiment un but de faire un premier diagnostic pour vous aider à adopter des nouvelles pratiques dans votre entreprise. Donc, les deux options s'offrent à vous quand vous faites une caractérisation des matières résiduelles. Je vais vous parler aujourd'hui de la caractérisation simplifiée, mais le processus reste quand même, sensiblement le même pour une complète. C'est seulement une question de complexité du processus et de longueur du processus. Mais je vous parle aujourd'hui de la simplifiée justement parce qu'on parle surtout d'entreprise qui est en démarrage de processus. Donc voilà. Donc les premières étapes, premièrement, c'est de faire une rencontre, de voir un peu comment votre entreprise fonctionne. Ensuite, on va faire une visite des lieux et une caractérisation et on va finir avec un diagnostic. Donc, je vais vous expliquer chaque étape. Donc, la première rencontre, c'est vraiment juste de prendre connaissance, savoir comment vous fonctionnez, comment vous gérez vos matières résiduelles. C'est quand même très important parce que c'est là-dessus qu'on dresse nos bases pour faire des recommandations par la suite. Donc, le but, c'est de savoir un peu c'est quoi la nature des matières qui sont jetées actuellement. De voir les voies de valorisation qui sont mises en place. Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a du recyclage qui est mis en place? Si c'est du recyclage, est-ce que c'est seulement papier, carton ou vous recyclez toutes les matières? Est-ce qu'il y a d'autres voies de valorisation qui sont mises en place, par exemple, les bacs bruns, le compost, ça peut être la récupération spécialisée des huiles usées, des huiles pour un restaurant, par exemple, donc l'huile à friture. Est-ce que ça peut être des piles, ça peut être de l'électronique, ça peut être plein de choses. Donc, il peut y avoir des dizaines de voies de valorisation. Donc, le but, c'est vraiment de voir qu'est-ce que vous faites en ce moment et les pratiques internes, donc voir est-ce que vos employés sont au courant que comment bien trier les matières résiduelles, c'est quoi vos procédures internes pour la gestion, c'est qui collecte les matières résiduelles. Donc le but, c'est vraiment de faire un premier diagnostic et aussi de voir un peu vous attendre dans le processus. Est-ce que vous voulez vraiment passer de rien à tout ou vous voulez juste avoir une petite amélioration, avoir des premières pistes de solutions. Donc, bien identifier vos attentes. La visite et la caractérisation. Donc, le but, ça, c'est pas mal le cœur du projet. Donc, comme je disais, quand on fait une caractérisation complète, on va vous demander avant de accumuler des matières pendant une semaine. Donc là, on va trier une proportion de cette accumulation de matière-là et voir justement la performance. Si on regarde une caractérisation simplifiée, là, en fait, c'est qu'on vient une journée qui est représentative dans votre day-to-day de l'entreprise et on va justement vérifier certains points de collecte pour voir un peu comment vous triez vos matières résiduelles. Donc, quand on fait une caractérisation, c'est relativement simple dans un sens. Donc, en fait, le but, c'est de fouiller dans les poubelles et les bacs de recyclage, voir qu'est-ce c'est quoi les matières qui sont générées. Donc, est-ce que vous jetez du papier? Est-ce que vous jetez du verre, du plastique, de la nourriture? Ça dépend vraiment d'une entreprise à l'autre, c'est sûr. On va donc, une fois qu'on a identifié les différentes catégories, on va les trier, les repeser, donc pour voir les pourcentages, qu'est-ce que représente. Est-ce que les résidus alimentaires, c'est la plus grande partie de vos matières résiduelles ou c'est plus le papier? On va justement catégoriser tout ça pour vous donner un bilan complet là, de la production de matières résiduelles que vous avez dans votre entreprise. Et finalement, le diagnostic et les recommandations. Donc, c'est le but du projet, veut pas, c'est pour vous d'adopter des nouvelles pratiques éco-responsables, donc de vraiment améliorer votre bilan dans le futur. Pour peut-être, justement, faire une caractérisation complète dans un an ou deux et d'obtenir une certification.
Donc, en fait, on va, avec le bilan qu'on a fait, avec les matières résiduelles qu'on a triées, on va être capable de vous dire, bon, c'est quoi votre taux de performance? Est-ce que vous gérez bien vos matières résiduelles ou, par exemple, dans vos poubelles, on retrouve beaucoup de matières recyclables qui ne devraient pas se retrouver là? Qu'est-ce qui fait que ça se retrouve là aussi? Est-ce que c'est seulement que les employés ne savent pas comment les trier, qu'ils ne sont pas au courant des différentes procédures, ou que c'est la disposition des bacs, par exemple. Donc, si on retrouve dans un endroit une poubelle solitaire qu'on appelle, donc juste une grosse poubelle dans un coin avec pas de bac de recyclage, pas de bac de compost à côté, c'est sûr et certain que tout le monde va jeter toutes les matières qu'ils ont dans leurs mains là-dedans sans trier. Donc, le but, c'est vraiment de voir pourquoi la performance peut-être est pas si bonne que ça et comment on peut l'améliorer. Donc, par exemple, dans le cas d'une poubelle solitaire, c'est de rajouter des bacs autour ou de centraliser ça, d'éliminer les poubelles les poubelles solitaires et de les regrouper à un endroit stratégique. Donc, c'est le genre de recommandations qu'on va pouvoir faire pour justement vous aider à améliorer votre bilan dans le futur. Justement, des exemples de recommandations. Donc, on va pouvoir aussi les catégoriser donc, selon des recommandations à court terme, à moyen terme et à long terme. Parce que, veux pas, le but, c'est d'identifier des solutions qui sont rapides, qui sont faciles à mettre en place, mais aussi de voir c'est quoi les options dans le futur qui pourront être mises en place pour vous aider dans le tri des matières résiduelles. Donc, par exemple, à court terme, modifier la localisation des points de collecte, uniformiser des contenants de matière. Donc, par exemple, d'avoir une poubelle, un bac de recyclage puis un bac de compost. Ils ont toutes des formes différentes, c'est pas trop clair qu'est-ce qui est quoi. Ça, c'est pas une bonne pratique. Donc, des fois, de juste seulement mettre 3 bacs qui sont, oui, identiques, mais bien affichés. Donc, qu'il y a vraiment des affiches qui disent qu'est-ce qui peut aller dedans. Ça, c'est beaucoup mieux pour l'utilisateur, pour le tri. Il faut pas en fait, il faut garder en tête que la personne qui a des matières à jeter, il ne faut pas qu'elle se pose trop de questions. Il ne faut pas que ça soit complexe quand elle a justement à se disposer de son, par exemple, un cabaret à la cafétéria. Faut pas qu'elle se demande hey, ça va-tu dans le compost, etc. Il faut vraiment que l'affichage soit bien efficace. Donc, après moyen terme, ça peut être un exemple, c'est de sensibiliser les employés sur l'importance de recycler, donc justement faire des conférences, ateliers, formations, etc. Euh, Instaurer des nouvelles collectes, donc par exemple les collectes spécialisées, comme je disais, collecte de masques, collecte de gants, collecte de métal, etc. Puis sélectionner des fournisseurs éco-responsables. Donc, au fond, ça, c'est plus en réduction à la source, on peut dire. Donc, si vous avez certaines matières qui sont à usage unique, bon, est-ce qu'on peut utiliser des matières, à place, par exemple, des fourchettes jetables, est-ce qu'on peut utiliser des fourchettes réutilisables? Est-ce que c'est faisable dans votre entreprise? Ou si c'est pas possible, est-ce que c'est possible de remplacer les fourchettes jetables qui sont numéro 6, donc non recyclables? Est-ce qu'ils peuvent remplacer par des fourchettes qui peuvent être compostables ou d'autres modèles de fourchettes qui, elles, seraient recyclables? Donc, il y a quand même un jeu à faire là-dessus, une petite analyse à faire là-dessus. Et à long terme, d'autres exemples, donc par exemple, mettre en place les collectes de matières organiques, faire un partenariat avec une entreprise pour valoriser certaines matières résiduelles, comme je parlais tantôt d'économie circulaire. Donc, justement, de voir si vous avez beaucoup d'une certaine matière, est-ce qu'il y a possibilité de trouver des débouchés pour cette matière-là, puis peut-être même faire de l'argent là-dessus. Et bon, à long terme, l'objectif, c'est de tendre vers le zéro déchet. Je ne dis pas que c'est possible à court terme, mais c'est sûr que c'est difficile en entreprise, je peux comprendre, ça dépend toujours des types d'activités que vous avez, mais il y a moyen de beaucoup réduire la quantité à la source, ça c'est sûr et certain. Autant au quotidien, donc même à la maison, là, quand on regarde là, les matières qu'on jette à tous les jours dans la cuisine surtout, mais un peu partout dans la maison, il y a beaucoup d'améliorations qui sont possibles pour aider notre système de recyclage et d'enfouissement au Québec. Donc, pourquoi on ferait une caractérisation? Donc, c'est super. Ça peut sembler un peu anodin
comme processus. Donc, il y a beaucoup de monde peut-être qui ne vont pas se poser la question, qui font juste jeter les matières et que ça finit là. Mais il y a beaucoup d'avantages quand même à passer à l'action aujourd'hui. Donc, pour votre entreprise, en fait, il y a beaucoup quand même d'avantages. Donc, ben, premièrement, bien sûr, c'est si vous faites une caractérisation de matière résiduelle, qu'elle soit simplifiée ou complète, ça va vous permettre d'avoir une réduction à la source et d'assurer un tri efficace de vos matières. Donc, avec ça, on va être capable d'identifier un peu c'est où les problématiques en ce moment dans votre gestion des matières résiduelles. Vous allez éventuellement avoir des dépenses réduites en collecte des matières résiduelles. Donc, veux pas, si vous générez moins de poubelles, vous allez avoir besoin de moins gros bacs. Donc, vous allez avoir des factures moins élevées en termes de collecte et de traitement des matières résiduelles. Vous allez avoir un portrait de performance, donc justement d'être capable de dire, justement, bon, ben moi, je gère bien mes matières résiduelles. Oui, j'ai des voies de collecte, mais en plus, c'est bien trié. Donc, tout ça, c'est des informations qui sont super importantes à avoir parce que des fois, il y a la volonté d'avoir une bonne empreinte, mais il y a aussi, il faut que le résultat soit là. Donc, c'est important de savoir une idée de la performance que vous avez. Côté un peu plus marketing, veux pas, ça peut te donner une image plus positive de votre entreprise. C'est sûr qu'il y a plusieurs façons de l'amener, mais c'est sûr que si vous êtes respectueux et vous avez une bonne gestion de vos matières résiduelles, veut pas, il y a vraiment une meilleure visibilité aux côtés des clients, des partenaires, des compétiteurs. Ça peut faire partie de vos arguments de vente. Par exemple, un restaurant qui récupère les matières résiduelles, ce qui n'est pas très fréquent à l'heure actuelle, c'est sûr que la clientèle va être bien contente de savoir que les restes ne sont pas jetés à la poubelle et s'en vont à l'enfouissement. Veut pas, les clients, les partenaires et compétiteurs sont de plus en plus sensibilisés à cette cause-là. Et aussi, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, veut pas, les employés, justement, sont beaucoup plus sensibilisés à l'environnement, beaucoup plus sensibilisés à la gestion des matières résiduelles. Ben, c'est sûr que moi, quand je jette quelque chose que je ne suis pas supposé, ça me fâche. Donc, souvent, je vais le traîner puis le ramener chez moi pour le jeter à la bonne place s'il n'y a pas, par exemple, de compost. Mais il y a beaucoup, je ne suis pas le seul, là, je parle à beaucoup de monde et il y a beaucoup d'employés qui, justement, qui se disent hey, j'aimerais ça pouvoir mieux gérer mes matières résiduelles. Même justement qu'il y a des statistiques qui sortent là, sur certaines études, mais 76 des millénarios, en fait, donc la nouvelle cohorte de travailleurs qui rentrent sur le marché, en fait, eux, ils vont prendre en considération les actions environnementales qu'un employeur a mis en place pour choisir un travail. Donc, c'est bien important de mettre en place ces bonnes pratiques-là avant pour être sûr d'attirer quand même du monde compétent, puis juste attirer du monde, des fois, c'est pas évident. Donc, oui, c'est très important. Pour la planète, donc oui, veut pas bien gérer ses matières résiduelles, c'est un excellent moyen d'avoir des bonnes pratiques en environnement. Donc, c'est un premier pas vers un développement durable global, donc d'avoir des pratiques, ça fait partie des matières résiduelles de une partie des enjeux environnementaux. Donc, ça peut faire partie d'une démarche globale. Euh, Ça va vous permettre de réduire la quantité de produits non dégradables qui s'en vont au site d'enfouissement. Vous allez participer à l'économie circulaire qui se met de plus en plus en place. Ce n'est pas encore très établi, mais veut pas, c'est quelque chose qui va vraiment s'accélérer dans les prochaines années. Et ça peut tendre vers une démarche en zéro déchet, puis même ça peut permettre des fois de participer à cette démarche-là en justement faisant peut-être de l'éco-conception de certains de vos produits. C'est sûr que si vous êtes conscient que les produits que vous générez, donc ben, par exemple l'article que vous produisez, si c'est à usage unique ou que justement il y a certaines parties qui est vouée à l'enfouissement, peut-être que ça va vous démarrer une réflexion à l'interne à savoir comment on peut mieux concevoir nos produits.
Donc, côté coût, pour la caractérisation, en fait, c'est sûr que ça varie beaucoup d'une entreprise à l'autre. C'est juste pour vous donner une idée globale et d'introduire les subventions possibles. Donc, une caractérisation simplifiée, là, ça peut commencer environ à 5 000 plus taxes, mais ça dépend beaucoup du type d'entreprise, de la taille. C'est sûr que ça peut être même moindre pour des entreprises plus petites. Mais au fond, c'est pour vous donner une idée. Ce que ça inclut, ben, c'est on vous aide pour la demande de subvention. On va faire une première analyse, on va faire la caractérisation, un rapport, puis des recommandations. Donc, vous allez avoir un premier, vraiment un premier pas du côté d'une bonne gestion des matières résiduelles. Et la subvention Ecoleader peut couvrir jusqu'à 75 de ce montant-là, tout dépendant. Donc, c'est justement ça qu'on va discuter tout de suite après. Mais au fond, c'est juste pour vous illustrer qu'au final, ça revient, c'est une démarche pour une entreprise qui est quand même pas très dispendieuse, là. Donc, je vais passer la parole à mon collègue du Fonds Ecoleader, qui est agent du Fonds Ecoleader, donc Jessie Fournier. Je ne sais pas, Jessie, si tu vas allumer ton micro. Oui, je viens de le faire. Bonjour tout le monde. Parfait, Je bonjour. vais... Je vais laisser te partager ton écran, c'est correct? Ouais, ça devrait être Parfait. partagé. Donc, je me présente. C'est Je bon. m'appelle Jessie Fournier. Je suis l'agent du Fonds Écoleur pour la Montérégie. Donc, rapidement, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est que le Fonds Écoleur et donner quelques exemples. D'abord, je tiens à préciser que le fonds est une initiative là, du ministère de l'Économie et de l'Innovation et que d'autres partenaires également qui sont impliqués, que vous pouvez voir à l'écran. Plus concrètement, le fonds attendez, je vais allumer ma caméra, je me rends compte que je ne l'ai pas allumée. Plus concrètement, là, vraiment, si on rentre dans le vif du sujet, le fonds EcoLeader, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment une aide pour les entreprises, des organisations qui souhaitent adopter des pratiques d'affaires éco-responsables ou des technologies propres. Ce qui est financé, en fait, c'est sous forme de subventions. Donc, on couvre des honoraires externes pour des projets, soit en pratique d'affaires éco-responsables ou en technologie propre. Donc, les honoraires externes, ils sont financés jusqu'à 75. Les dépenses admissibles, c'est les dépenses que vous voyez à l'écran. Pour chacune des deux catégories de projets, vous avez la réalisation d'études, l'élaboration de plans d'action et accompagnement dans l'implantation. Donc, c'est vraiment ces trois catégories d'activités qui sont couvertes, donc sous forme d'honoraires externes, je précise encore une fois. Euh, Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec Luc, c'est vraiment, on est du côté de l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables. Donc, on est vraiment en plein dans ce que le Fonds Écolideur cherche à subventionner, c'est-à-dire une étude, une caractérisation des déchets d'une entreprise, d'une organisation, l'élaboration d'un plan d'action, c'est-à-dire qu'on regarde ensuite comment on fait pour réduire tout ça, puis essayer d'avoir le moins d'impact possible. Et l'accompagnement dans l'implantation, ça pourrait être, par exemple, à quel endroit on met tel type de bac pour récupérer telle matière. Ça, c'est vraiment, là, grosso modo, vous avez les ventilations par sous-catégorie, etc. Vous les avez à l'écran. Je vais pas les détailler, c'est pas l'objet de la présentation. Si je donne, par exemple, ça, c'est des projets, vous voyez en vert, c'est des projets qui ont été faits au Fonds Éco-Leader. Il y a des pharmacies qui ont fait appel au fonds pour vraiment repenser. Là, c'était un peu plus large qu'uniquement les matières résiduelles, mais les matières résiduelles étaient là. Il y avait aussi de l'approvisionnement responsable et la mobilité durable. Mais ils ont fait beaucoup, beaucoup de travail, ces pharmacies-là, et il y a un chiffre qui apparaissait, là, je ne vais pas le mentionner parce que je pense que c'est plus confidentiel, mais ils réussissaient vraiment à réduire là, de manière considérable les frais reliés là, à cet accompagnement-là qu'ils avaient reçu. Et donc, également, au niveau de cliniques médicales, il y a des accompagnements qui ont été faits, donc des projets financés par le Fonds EcoLeader à 75 pour l'attestation dont on a parlé tout à l'heure, ici on recycle. L'attestation de Recycle Québec, très intéressante, vraiment très complète. Tellement complète que c'est quasiment, ça demande beaucoup de temps pour le faire là, de manière autonome, là, seul dans son organisation. Donc, un coup de main par des professionnels, je crois que c'est le bienvenu. Et justement, là, c'est le genre de choses que LCL sont en mesure de faire. Donc, d'autres exemples, vous en avez à l'écran, mais une que j'ai mis en vert là, qui s'est déroulée je crois que c'était dans un musée, oui, c'est écrit dans un musée.
Et c'était vraiment une caractérisation en vue de mettre en place un plan de gestion des matières résiduelles dans l'établissement. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses que le fonds éco-leader veut financer. Ensuite, une fois qu'on peut financer des caractérisations, mais on peut aussi, si besoin il y a, d'aller plus loin dans la démarche. Le fonds vise aussi à financer une sorte de recherche, en fait, sur une matière en particulier, et qui, pour essayer, en fait, de trouver des débouchés. Si vous voyez à l'écran en vert, là, au niveau de Kemira, là, il y a eu des recherches qui ont été faites sur sur des bouts de procédés, pardon. C'est qu'ils utilisent là, des bains d'acide là, pour nettoyer et le résultat de ça donne une boue qui est considérée comme une matière dangereuse. Et il y a eu des études qui ont été faites là, par un groupe d'experts vraiment pour essayer d'aller plus loin dans la démarche de caractérisation des matières pour trouver des débouchés, de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Est-ce que c'est vraiment vrai que c'est une matière dangereuse et à quel point elle est dangereuse? Donc, toute cette étude-là a été financée par le fonds pour essayer de trouver des débouchés et réduire aussi là, la gestion de cette matière-là. Il y a eu un peu la même chose aussi avec une fonderie là, pour des sables de moulage. Ensuite, là, tout ce qu'on vient de dire, c'est vraiment la catégorie pratique d'affaires éco-responsables. Et vous avez une autre thématique qui est celle des technologies propres. Je crois que ça touche un peu moins là, à tout ce qu'on vient de dire au niveau des matières résiduelles. Mais si on essaie de faire un lien, si j'essaie en fait, tout simplement de vous donner des exemples pour votre propre bénéfice de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que veut couvrir le fonds Écolda pour les pour les technologies propres. Vous pouvez prendre, par exemple, une entreprise comme Groupe Helios qui gère des infrastructures d'eau et ils ont installé des capteurs, en fait, sur leur installation pour être en mesure de faire des actions à distance. Et ce faisant, ils ont diminué le nombre de déplacements vers leurs installations. Et ils sont également en mesure de prévenir mieux les bris ou les actions à faire avant qu'il y ait une urgence ou un déversement ou quelque chose comme ça. Donc, il y a vraiment un gain au niveau environnemental qui s'est fait. Donc ça, le projet visait justement à étudier la faisabilité technologique de cette possibilité-là de mettre des capteurs. Et c'est un genre de projet qui a été fait. Également, une analyse pour identifier les pertes de chaleur et comment on peut les récupérer aussi pour soit les revendre ou soit les réutiliser dans son organisation. Donc, quelle technologie ça nous prend? Quelle modification technologique ça nous prend? Ça serait quoi le coût de l'acquisition de ces technologies, le retour sur l'investissement? Est-ce que c'est rentable, etc.? C'est vraiment des choses que le fonds vise à couvrir. Ensuite, là, on vient de parler de 2 catégories de projets. On a des projets en pratique d'affaires éco-responsables et des technologies propres. Et ces 2 catégories de projets-là peuvent s'appliquer soit à une entreprise individuelle, soit sous forme de cohorte. Entreprise individuelle, c'est simple à comprendre. Vous faites appel au fonds, vous avez un expert comme LCL qui vient vous accompagner pour la caractérisation de vos matières. Vous obtenez votre subvention. La subvention, elle a un maximum par projet, mais il y a un maximum également par entreprise pour la durée de vie du fonds EcoLeader qui est de 100 000 par numéro d'entreprise. Dit autrement, c'est que vous pouvez faire plusieurs projets jusqu'à un maximum de 100 000 de subvention. La formule cohorte est très intéressante parce qu'elle vise en fait à faire des économies d'échelle par le regroupement de plusieurs organisations qui ont une problématique similaire. Et c'est des choses qui peuvent être possibles. LCL en a déjà fait et c'est vraiment une formule qui est intéressante justement parce qu'il y a une réduction des coûts pour les entreprises parce qu'en mutualisant un peu en mutualisant le projet à travers plusieurs entreprises, on se trouve en fait à diminuer peut-être certaines actions, c'est-à-dire que LCL va pouvoir venir puis faire une présentation pour expliquer les premiers pas à faire à l'ensemble de la cohorte au lieu de le faire individuellement chacun. Donc, il y a une économie de temps, une économie d'échelle. Donc, là, c'est un peu moins dispendieux dans ce temps-là. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant aussi parce que les montants s'additionnent, en fait. Les montants par entreprise s'additionnent. Si on est en un projet de pratique d'affaires, souvenez-vous tout à l'heure, c'était écrit à l'écran, un projet en pratique d'affaires peut aller jusqu'à 40 000 Et si on a 2 entreprises qui forment une cohorte, le maximum de la subvention passe à 80 000 ainsi de suite jusqu'à 400 000 Pour les technologies propres, un projet maximal pour une entreprise individuelle est de 60 000 Donc, si on additionne 2 entreprises,
ben, ça fait 120 000 et ainsi de suite jusqu'à un maximum de 600 000 pour un projet en cours. C'est toujours la même formule pour les deux types, les deux volets, soit 75 des dépenses admissibles qui sont, je le rappelle, des études, plans d'action et de la mise en place. Et donc, ce n'est pas de l'achat de matériel. Donc, il y aura toujours un 25 à partager, soit au sein de l'ensemble des entreprises de la cohorte ou à prendre en charge par l'entreprise individuelle. Sinon, aujourd'hui, on parlait on parlait de la thématique de gestion des matières résiduelles, mais sachez qu'il y a plein d'autres thématiques au Fonds EcoLeader qui sont couvertes. Vous les avez à l'écran. Si vous avez des besoins au niveau d'analyse de cycle de vie, par exemple, pour savoir où se trouvent les impacts de votre produit, c'est des choses qui sont subventionnables à 75 Même chose pour si vous voulez aller plus loin, après avoir fait votre analyse de cycle de vie, faire de l'éco-conception. C'est également subventionnable à 75 Tout ce qui est aussi qui touche la gestion de l'eau dans le but d'aller plus loin que les normes établies, c'est admissible. Mobilité durable, on a déjà parlé avec LCL également. Hein, si vous voulez installer des bornes électriques sur vos établissements, c'est nécessaire de savoir, de connaître la capacité électrique du bâtiment pour ne pas dépasser certains seuils. Sinon, la facture augmente considérablement. Donc, c'est des études qui sont financées, encore une fois, par le fonds. Si je continue là, pour terminer, je vous invite à visiter le site du Fonds EcoLeader. Il y a une section blog où vous pouvez trouver plusieurs exemples de projets qui ont été déposés, qui sont très bien décrits. Vous avez aussi un répertoire là, qui recense là, plusieurs autres programmes de financement. Finalement, là, si vous avez des questions, des projets, vous aimeriez juste simplement voir si le Fonds EcoLeader peut subventionner ce à quoi vous pensez, ben, vous pouvez très bien nous rejoindre. Mon collègue et moi, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et de regarder avec vous ce qui est possible de faire là, en termes de subvention pour votre projet. Donc, je repasse la parole à Luc et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Au revoir. Merci, Jessie. Donc, je vais remettre mon écran. Et voilà. Oui, Donc, je dépasse. parfait, c'est bon. Ben, c'est ça, en fait. Si vous avez des questions, je vous invite tout le monde en fait, à lever votre main. On va pouvoir activer votre micro. Sinon, vous pouvez toujours l'écrire dans le chat si jamais. Donc, je vais conclure là-dessus, en fait, pendant que vous pensez à vos questions. En fait, on était bien contents. C'est la dernière série, c'est la dernière séance d'information de notre série de 4 qu'on faisait pour le mois de février. En fait, juste pour vous rappeler, on a fait, il y a 4 semaines, on a fait une première séance sur l'accompagnement global en développement durable. Ensuite, on a parlé d'inventaire des gaz à effet de serre. La semaine dernière, d'électrification des transports. Et aujourd'hui, gestion des matières résiduelles. Donc, ça fait tous partie de la gamme des services qu'on peut donner chez LCL, autant en formule individuelle qu'en cohorte. Donc, comme Jessie le disait, les formules cohorte, ça peut être très bénéfique pour les entreprises parce que souvent, on a des enjeux communs. Donc, ça pourrait être, par exemple, pour les matières résiduelles, être un regroupement de restaurants d'un même secteur qui se mettent ensemble pour justement caractériser la matière résiduelle puis faire un nouveau plan d'action pour réduire la matière résiduelle. Mais ça pourrait être tout type d'entreprise aussi. Donc c'est ça. N'hésitez pas à me poser des questions autant en ce moment que par après. Donc, vous pouvez m'écrire un courriel, m'appeler, mon numéro de téléphone est là. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, si vous voulez en savoir plus sur le Fonds EcoLeader, n'hésitez pas à aller voir le site web du Fonds EcoLeader. C'est une très belle subvention. Il faut en profiter pendant qu'elle est là. Donc, elle va être là jusqu'à la fin de l'année. C'est ça. Il faut profiter, faut prendre l'avance pour profiter des subventions et aussi pour tout de suite réduire votre empreinte environnementale. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais fermer la séance. Je Oui, crois excuse-moi. je crois qu'il y a une question de Ah, Robert Boulet. ben oui, parfait, Robert. Super. Je n'avais pas vu. Je vais activer votre micro, Robert. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'ai une petite question qui est peut-être qui va un petit peu plus loin. Une fois que tout est recyclé et séparé, on envoie ça chez des gens qui vont pouvoir le recycler. On a vu beaucoup de fraudes là, puis de questionnements dans la manière que c'était géré. Notre implication, oui, on veut faire le bien, mais on envoie ça chez quelqu'un qui va mettre ça dans la poubelle ou qui va mettre ça, qui envoie ça en Chine ou toute autre place avec mélangé avec du plastique ou des choses comme ça.
On a vu dans le papier, là, surtout le reportage que j'ai vu à Radio-Canada. Alors, est-ce que vous recommandez des compagnies? Est-ce que vous savez qui est bon, qui est pas bon, où la mafia est dans tout ça, là? Ben, il n'y a pas de registre de mafia, malheureusement, mais oui, je sais, il y a beaucoup de nouvelles qui sortent depuis 10 ans sur la gestion de matières résiduelles. On parle beaucoup par exemple, du verre là, qui venait contaminer aussi les matières. Il y a justement des exportations vers d'autres pays. C'est pas évident de s'y retrouver. Ce qu'il faut garder en tête, par contre, c'est qu'on entend souvent donc les mauvais coups. Règle générale, au Québec, je n'ai pas la statistique sous la main, mais il y a quand même la majorité des matières qui est bien recyclée et revalorisée. Donc, il faut rester positif. On n'a pas de nom en tant que tel. Ça dépend toujours du type de matière que vous avez, là. Mais oui, il y a beaucoup à faire quand même de ce côté-là. Il va y avoir de la réglementation aussi qui va se resserrer avec les années, qui vont s'ajuster. Mais oui, c'est un enjeu, je comprends. C'est pas toujours évident, là. Mais il ne faut pas se décourager. C'est ça qu'il faut, faut garder Mais, en tête. ouais, mais si on va avec vous, mettons, pour faire la caractérisation, vous pouvez Mhm. nous indiquer ou nous diriger vers les bonnes personnes? Oui? Ah, bon, oui, on pourra faire les recherches qu'il faut, tout à fait, là. Oui, OK, merci. ça fait plaisir. Donc, je vais juste activer. Il y a Christine Deniger. Je pense que tu peux activer ton micro, Christine. Ah, OK, ouais. Salut. Bonjour. Dans le fond, je rebondis un petit peu sur la question de Robert. Dans le fond, je me demandais, est-ce que les organismes qui soit donnent une deuxième vie ou peuvent même revaloriser, recycler, il n'y a pas de certification, hein, si je comprends bien, qu'on peut aller chercher pour dire oui, on fait les efforts pour. Il y a tant de pourcentage de ce qu'on reçoit. Parce que moi, dans le fond, je représente un organisme là, qui récupère. C'est un centre de dons, là, dans le fond. Puis c'est ça, on se demandait si on pouvait encore plus afficher, dans le fond, notre S'afficher. effort, là, ouais, notre effort de guerre dans, dans tout ça. Là. Oui, non, je comprends. Ici, on recycle. En fait, c'est que vous êtes un organisme qui reprenne les matières. Ici, on recycle. Je ne sais pas s'il y a un volet, je ne me souviens pas de mémoire, s'il y a un volet qui permettrait d'aller chercher ça. Mais il n'y a pas énormément de certifications, malheureusement. Il y a une certification aux États-Unis qui existe, là, qui est pure, si je ne me trompe pas, que elle, oui, il y a une certaine composante là, qui va prendre en considération la revalorisation, là. Mais c'est une bonne question. Il faudrait que je vérifie auprès de Ici on recycle là, si c'est dans les paramètres. Parce que je veux pas, eux, c'est une question de pointage, etc. Donc, il y a des certaines conditions qui permettent d'aller chercher justement une certification plus haute. Donc, il faudrait juste aller voir dans les critères est-ce que ça fait partie de. Là. J'imagine qu'il doit y avoir une composante de revalorisation, là. Mais ce serait à revérifier. Parce que dans le fond, c'est pas tant la certification qui est nécessairement importante pour nous, mais c'était plus comme aller chercher dans la démarche, aller essayer d'améliorer tout ça. Puis, parce que même en tant que centre de dons, on a beaucoup de déchets. Il faut payer nos Mhm. déchets alors qu'on est une OBNL. Puis, c'est ça, c'est assez difficile à ce niveau-là. Donc, on pourrait quand même bénéficier de notre gestion des déchets, même si c'est les déchets des autres qu'on Ouais, qu'on ouais, ouais. gère. Là, si je peux faire le parallèle, là, ça pourrait s'appliquer. Là, ben, peut-être, dans le fond, je vais communiquer avec M. Fournier plus personnellement là, pour la suite. Ouais, c'est son Ouais, je pense que ça s'appliquerait, oui. Je pense que c'est possible. Parfait. Justement, j'aurais justement un groupe cohorte, là, je pense que de centres de dons qui seraient intéressés à en apprendre plus. Là. Parfait. Ben, merci. Parfait. Bon, n'hésite pas à nous réécrire, on discutera de tout ça. Bon, parfait. Donc, super. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, écoutez, je vais fermer la session. Merci beaucoup d'avoir été là.